Fabrice Leggeri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien directeur de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Vous êtes aujourd'hui le numéro 3 de la liste Bardella aux élections européennes. Avez-vous été rassuré ce matin par Emmanuel Macron qui parle d'un plan A, d'un plan B, même d'un plan C en cas de risque pour cette fameuse cérémonie d'ouverture? Je crois que, évidemment, il appartient aux dirigeants de prévoir des scénarios différents et en matière de sécurité, on ne doit rien laisser au hasard. Moi, je souhaiterais souligner le travail de nos services de renseignement en général et saluer le travail des forces de l'ordre, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, les militaires du plan Vigipirate et les services de renseignement en France sur le territoire national, mais aussi dans la coopération internationale. Je crois que ça, c'est absolument capital à la sécurisation d'un événement comme les Jeux Olympiques. Et puis, bon, il y a bien sûr les mesures d'application à Paris et sur le territoire national. Oui, mais cette cérémonie d'ouverture sur la scène a été voulue par Emmanuel Macron. C'est une volonté politique. Est-ce qu'on a eu raison d'aller sur cette cérémonie extérieure, ouverte, ce qui n'a jamais été organisé auparavant? Je crois que, bon, en tout cas, le Rassemblement national souhaite que les Jeux Olympiques soient une réussite. Ça fait 100 ans que les Jeux Olympiques modernes ont été recréés, et donc nous accueillons les Jeux Olympiques. Il faut que ce soit une réussite, il faut que ce soit la fête du sport. Bien entendu, il y a quelques critiques sur l'organisation, peut-être en premier lieu les transports. Car la cérémonie et le caractère particulier de la scénographie sur la scène est une chose, mais le dossier de candidature de la ville de Paris aux Jeux Olympiques prévoyait un certain nombre de lignes de métro, d'infrastructures de transport qui aujourd'hui, à l'évidence, ne seront pas prêtes. Donc le point faible, c'est les transports. Mais je crois qu'il y a un ensemble de points qui étaient dans le dossier des Jeux Olympiques. Les transports, malheureusement, on peut le déplorer, ne seront pas livrés comme cela avait été prévu. Il y a également une dérive wokiste que l'on voit bien. Par exemple, l'affiche des Jeux Olympiques supprime la croix qui se trouve sur le dôme des Invalides. Bon, on se demande bien pourquoi. C'est wokiste pour vous? En tout cas, c'est nier l'identité de la France et l'identité de ce bâtiment qui existe. Et voilà, il existe, il a été construit comme ça avec une croix. Et la confirmation d'Aya Nakamura, alors elle ne sera pas la seule artiste visiblement mobilisée ce soir-là, il y en aura d'autres. Écoutez, il y a eu au moment de cette annonce un certain nombre de polémiques diverses et variées. Je crois que ce qui est important... Et vous en pensez quoi, vous ? Moi, je pense qu'il faut éviter les polémiques, il faut éviter de cliver les Français, il faut éviter de cliver les uns contre les autres. Qui clive, là ? Donc vous n'êtes pas d'accord avec Marine Le Pen quand elle dit que ça humilie les Français, la présence d'Aya Nakamura à cette cérémonie? Vous ne diriez pas ça? Il faut éviter d'humilier les Français, il faut faire en sorte que les Français se sentent représentés, que la langue française puisse être représentée. Donc Aya Nakamura ne représente pas les Français ? Ce qu'elle chante, personnellement, je ne le comprends pas. Ce n'est pas la langue française que j'ai appris. C'est pas une question de cette personne. Je ne comprends pas les paroles qu'elle chante. Voilà. C'est une question de génération, peut-être. C'est peut-être une question de génération, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français et de francophones, au-delà de la France, qui ne comprennent pas. Donc c'est un mauvais choix. C'est ce que je souhaite dire en disant ne clivons pas et soyons rassembleurs. Et pour revenir sur la cérémonie d'ouverture, ce matin, Emmanuel Macron a parlé d'un plan B, qui est le Trocadéro, et le plan C serait le Stade de France. Alors, visiblement, selon nos informations, il s'est un peu avancé, le président de la République, parce qu'il n'a jamais été évoqué une cérémonie d'ouverture au Stade de France, tout simplement parce que techniquement, ça serait impossible au dernier moment de décider cela, parce qu'il y a des compétitions. Des épreuves. Avant d'ailleurs, la cérémonie, parce que les JO commencent avant la cérémonie d'ouverture, et après, le lendemain. Oui, cela fait partie de ces déclarations d'Emmanuel Macron qui peuvent être faites et puis ensuite précisées, comme on dit, par les entourages, par une partie de l'Élysée. Mais c'est l'improvisation. De ce qu'on comprend, c'est que il a cité le Stade de France comme il aurait pu citer une autre enceinte. Enfin, l'idée, c'était de dire qu'il y avait un plan B et un plan C. Donc bon, très bien. Pourquoi le Stade de France? Pourquoi pas? Enfin non, j'allais dire le Parc des Princes, mais le Parc des Princes est aussi mobilisé pour les Jeux Olympiques. C'est sans doute pas de l'improvisation. Sans doute qu'il y a eu une volonté de la part d'Emmanuel Macron de dire qu'il y avait
des plans jusqu'à la dernière lettre presque de l'alphabet, que tout était prêt et que s'il fallait, y compris annuler la cérémonie, resserrer au Trocadéro, eh bien, il y aurait un autre plan. Je pourrais vous citer le plan D aussi, qui existe dans les protocoles, qui est tout simplement d'annuler toute cérémonie d'ouverture et de faire une cérémonie protocolaire. Ça existe aussi dans les plans prévus pour les Jeux olympiques Sans et paralympiques. public, Mais en en tout fait. cas, vraisemblablement, le Stade de France, ce n'est pas le plan C. C'est ce qu'on comprend. Est-ce qu'il y a une improvisation? Écoutez, il faut d'abord le Rassemblement national n'est pas encore au gouvernement, donc je n'ai pas accès, nous n'avons pas accès à toutes Vous les, auriez à été tous au les plans. pouvoir, vous auriez maintenu cette cérémonie alors qu'il y a une menace terroriste très importante en Si ce le moment? Rassemblement national était au gouvernement, beaucoup de choses seraient différentes. Il n'y aurait plus de menace terroriste? Nos frontières seraient gérées autrement. Il n'y aurait et plus de menace terroriste? je ne dis pas qu'il n'y aurait plus de menaces terroristes, mais disons que cette cérémonie d'ouverture des Jeux intervient dans un contexte plus large. On voit l'insécurité en France de manière générale. On voit que, bon, que ce soit la délinquance, que ce soit la capacité à impressionner et dissuader les délinquants. Bon, il y a tout un effondrement malheureusement des fonctions régaliennes essentielles, essentielles pour les Français. Et donc, s'il y avait un gouvernement de Rassemblement national, beaucoup d'éléments seraient différents. Donc, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de menace terroriste. Nous vivons dans le monde où nous vivons. Moi, je tiens à souligner à nouveau l'importance du travail de renseignement en amont, l'importance de la coordination de l'ensemble des forces de l'ordre, de l'ensemble des forces administratives et de l'ensemble aussi des acteurs de la sécurité privée. Ce qu'il faut souhaiter, et c'est ça l'essentiel, nous sommes français, nous souhaitons que ces Jeux olympiques soient une réussite, nous souhaitons aussi que nos athlètes puissent remporter le plus possible de médailles. 90 médailles, c'est l'objectif fixé par Emmanuel Macron. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un coach sportif. En tout cas, le plus possible. Si plus est possible, nous prenons. S'il n'y en a pas 80, nous n'allons pas non plus blâmer les athlètes. Mais Alors- monsieur Légeri, pour bien comprendre, vous souhaitez qu'elle ait lieu quand même sur la scène ou pas cette cérémonie? C'est-à-dire, est-ce que vous dites, ce serait quand même super de faire ce que personne n'a fait jusqu'ici? Est-ce que vous êtes, j'allais dire, du clan du défaitisme, ce qu'appelle Emmanuel Macron le clan du défaitisme? Est-ce que vous dites, c'est quand même un challenge qu'on peut relever, qu'on doit relever, qu'on va relever? Le Rassemblement national est dans le camp de l'espoir pour les Français. Le 9 juin, il y a les élections européennes et les Français pourront manifester leur espoir dans le Rassemblement national. Non, il s'agit simplement de faire en sorte que cette cérémonie soit organisée dans les conditions optimales possibles. Mais donc vous dites, on peut y arriver? Mais moi, encore une fois, je ne suis pas préfet de police, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, je ne Mais pardon, suis pas au je vous pose une gouvernement. question en tant que citoyen. Si vous êtes invité, parce qu'il y aura des invitations lancées pour ceux qui seront installés sur les quais hauts. Les quais bas, il fallait acheter sa place. Mais si vous avez une invitation, vous y allez, sans problème, en toute sécurité? Je ne sais pas si les infrastructures de transport permettront de circuler correctement. Bon, encore une fois... Ah, mais vous n'auriez pas peur d'y aller? Écoutez, si l'État s'engage à tout faire pour assurer la sécurité, bon, il y a un moment où il faut, on espère, en tout cas j'espère, que lorsqu'on nous dit que la sécurité est assurée, on espère que c'est le cas. Amandine Atalaya, peut-être aussi parlons du pacte migration et asile qui vient d'être adopté par le Parlement européen et qui est Oui. censé mieux contrôler l'immigration Oui, en Europe. et qui est censé durcir le contrôle, notamment aux frontières, qui est censé assurer un mécanisme de répartition des demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne. Donc, a priori, ça durcit un peu le contrôle. Pourquoi est-ce que le Rassemblement national s'y est opposé au Parlement européen ? En fait, c'est un leurre. Ce pacte asile-migration est un leurre. Il y a d'abord un ensemble de textes. Sur les 10 textes, le Rassemblement national en a voté 2. Le texte qui renforce le fichier Eurodac des demandeurs d'asile, donc qui renforce les possibilités d'utilisation de la biométrie, qui renforce également les possibilités d'utiliser les photos et la reconnaissance faciale. Donc ça va dans le sens effectivement d'un renforcement des contrôles. Le Rassemblement national l'a soutenu. Il y a également un nouveau fichier ECRIS qui permet aux États membres de l'Union européenne d'avoir accès
aux antécédents judiciaires d'étrangers non européens. Donc ça, typiquement, ça renforce également la sécurité. Le Rassemblement national a voté pour. Mais tout le reste, la philosophie générale du pacte asile-migration est un leurre. Pourquoi ? Parce que on ne s'attaque pas, la commission von der Leyen qui a proposé cela, la Macronie qui l'a soutenue, ne s'attaque pas à la racine du problème, qui est d'essayer d'éviter que des migrants mettent leur vie en danger, tombent entre les mains de trafiquants pour venir demander l'asile sur le continent européen. Ce que le Rassemblement national préconise, c'est que les personnes qui sont vraiment en demande de protection internationale puissent faire leur demande d'asile dans des consulats de pays européens en dehors du continent européen, c'est-à-dire au plus proche de l'endroit. À l'extérieur de l'Europe. À l'extérieur, c'est-à-dire le plus en amont possible au début de leur parcours. Mais ça, c'est le monde idéal, mais que faites-vous des migrants qui arrivent par bateau ? Eh bien, c'est le cas tous les jours sur les côtes européennes. Alors, vous leur dites retournez dans le consulat de votre pays faire la demande. Qu'est-ce que vous faites ? Si on veut, ce qu'il faut, et c'est un deuxième élément, c'est un élément politique important, il faut avoir une politique de protection des frontières qui soit crédible. Or aujourd'hui, moi je l'ai vu comme directeur de l'agence Frontex, l'Union européenne n'a pas vraiment la volonté politique de contrôler ses frontières de manière crédible. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de nous faire croire, et ça c'est quand même tout le discours de Bruxelles, de la Commission européenne, d'ONG pro-immigration. La commissaire européenne Johansson est en tête des porte-voix des ONG immigrationnistes. Elle a d'ailleurs dit que ce pacte était une victoire des migrants. Moi je pensais qu'elle était plutôt préoccupée de l'intérêt des Européens. En tout cas, ce qu'il faut, c'est pouvoir traiter les demandes d'asile le plus en amont possible. Ça évite que des personnes perdent leur vie en mer ou dans le Sahara. Ça évite que des personnes tombent entre les mains des passeurs. Et ça permet d'éviter aussi que l'on utilise le prétexte de l'asile pour en fait entrer illégalement à d'autres fins aux frontières européennes. En quoi ça évite que des gens risquent leur vie s'ils demandent par exemple leur titre d'asile en Albanie ou dans un pays frontalier que c'est refusé et qu'ils franchissent quand même la frontière ? Je disais... Mais s'ils franchissent la frontière, on n'a pas, à ce moment-là, il n'y a pas l'argument de dire qu'ils demandent l'asile. Si on dit, vous aurez la possibilité de demander l'asile dans un consulat, ça ne veut pas dire... Mais si cet Albanais, par exemple, pour reprendre l'exemple de Nella, franchit quand même la frontière européenne, vous faites quoi ? On fait une non-admission. Vous l'arrêtez ? Une non-admission. Vous délivrez une QTF ? Une non-admission à la frontière, c'est on notifie à la personne qu'elle n'a pas le droit d'entrer, elle ne remplit pas les conditions. Et donc vous la raccompagnez à la frontière ? Quand on est à une frontière terrestre, on est sur la ligne frontière, donc on ne laisse pas entrer. Et quand on est en mer, il y a différents cas de figure. Lorsqu'on est, je dirais, dans une situation où on peut faire une interception maritime, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas en situation de détresse maritime. En général, c'est plutôt en mer Égée parce que les distances sont très courtes. Et là, il n'y a pas généralement, ou en tout cas moins souvent, de cas de réelle détresse maritime. Donc dans ce cas-là, on peut pratiquer juridiquement ce qu'on appelle une interception. C'est prévu par des règlements européens, c'est prévu par le droit international. C'est-à-dire quand vous soupçonnez qu'un bateau est utilisé à des fins de trafic illicite, trafic d'êtres humains, trafic de drogue, d'armes, etc., l'État côtier peut intercepter, c'est-à-dire que soit il appréhende le bateau et les personnes qui se trouvent, si typiquement on soupçonne un trafic de drogue, à ce moment-là, on veut saisir la drogue et arrêter les trafiquants de drogue, donc on intercepte et on emmène les personnes et le bateau sur le territoire national. C'est un trafic d'êtres humains ? Si c'est autre chose, ou si on n'a pas envie d'un point de vue opérationnel, où on ne se sent pas, je dirais, capable de mener jusqu'au bout l'enquête, on peut notifier une interdiction d'entrer dans les eaux territoriales ou une interdiction de se maintenir dans les eaux territoriales. Ça s'appelle une interception maritime. C'est tout à fait légal et c'est prévu. Et donc il y a une fable du côté de la Commission européenne, du côté des ONG pro-migrants, qui consiste à nous faire croire qu'il est interdit de faire des interceptions. Ils appellent ça des pushbacks. En réalité, les interceptions sont légales. Marine Le Pen, qui se rend prochainement à Mayotte, a coutume de dire que Mayotte, c'est ce qui attend la métropole, c'est-à-dire une sorte de crise migratoire avec des migrants qui arrivent de toutes parts, des Comores, des côtes de l'Afrique. Il y a un mécanisme d'interception au large de Mayotte.
Non. Et vraisemblablement, de ce que l'on entend sur place, notamment de la part de la gendarmerie, de la part des autorités sur place, c'est de dire, oui, mais très bien, mais quand il y a plusieurs bateaux qui arrivent d'un coup et que vous n'êtes en capacité que d'en arrêter un ou deux, qu'est-ce que vous faites des autres? Mais il faut se donner les moyens d'avoir une politique crédible. Vous savez, là où il y a une volonté Mais politique, ça veut dire quoi, une il y a un politique crédible? chemin. C'est-à-dire plus de bateaux, c'est-à-dire plus de moyens? Plus C'est de quoi une politique bateaux, crédible? plus de drones, plus de Il faut surveillance. que toute l'Europe soit d'accord. Et la mise en application, enfin dans le cas de Mayotte, en tout cas, la France peut le faire toute seule puisqu'elle est souveraine à Mayotte. Oui, mais sur le cadre européen, il faut que tous les partenaires européens soient d'accord pour plus de fermeté. Ce que vous dites, mais c'est quand même le cas. Moi, je peux vous dire que lorsque j'étais directeur de Frontex, les États qui ont une vraie frontière extérieure compliquée à gérer, que ce soit une frontière extérieure maritime en Méditerranée ou que ce soit une frontière extérieure terrestre. Je pensais notamment à la Pologne, les États baltes au moment où la Biélorussie a instrumentalisé l'immigration illégale à partir de Minsk pour envoyer des Congolais et des Irakiens vers la Lituanie et la Pologne. Tous ces États qui ont une vraie frontière extérieure à contrôler en entrée, ils veulent plus de fermeté. Les États comme la France, à part dans l'outre-mer, et nous voyons effectivement une situation extrêmement préoccupante à Mayotte, mais d'autres États ont perdu la notion même de ce qu'est une frontière extérieure. Non, mais juste quand même, quelle est la cohérence en fait des votes du Rassemblement national quand, par exemple, en France, Marine Le Pen vote le projet de loi immigration en disant il y a du bon dedans, tout n'est pas bon, mais enfin ça va dans le bon sens, donc ça vaut la peine de voter. Et là, il y a du bon, pas autant que vous voudriez, mais davantage de fermeté. Et néanmoins, vous ne votez pas. Parce que finalement... Si, le Rassemblement national, sur les 10 textes qui composent le pacte asile-immigration, il y en a deux qui vont dans le bon sens. Donc le RN a voté pour ces deux. Et tout le reste, c'est toute la philosophie du pacte asile-migration que nous rejetons. Et l'obligation de redistribuer les migrants qui arrivent illégalement. Il faut quand même se souvenir... Il n'y a pas d'obligation. Il y a une obligation sous peine de payer 20 000 euros. Ce sont des sanctions financières oui, mais alternatives. soyons respectueux des deniers publics et de l'argent des Français. Je sais bien que les gouvernements de M. Macron ont accumulé les dettes de manière abyssale. Mais enfin, le Rassemblement national est aussi respectueux des deniers publics. Aujourd'hui, c'est 30 000 relocalisations par an qui sont 30 prévues 000 par le Conseil de l'Europe. personnes. À 27, ça fait 1120 personnes à peu près par an. Le principe est choquant, ça commence toujours par ça. Le principe est choquant. Il appartient à chaque État de décider qui il accueille. Et ce qui est choquant... Mais qu'est-ce qu'on dit à l'Italie alors, par exemple? Ce qui est choquant... aujourd'hui, sous l'afflux de... C'est pour ça qu'il faut une politique d'ensemble qui prenne les demandes d'asile dans les consulats des pays européens en amont pour avoir ensuite une politique de fermeté qui nous permette de dire et de faire que lorsqu'une personne tente d'entrer illégalement, pousse le pied dans la porte, on lui dit « vous n'avez aucun droit ». Or, aujourd'hui, le pacte asile-migration est quand même une espèce de régularisation de quelque chose qui est une entrée illégale. Et je rappelle que les États de l'Union européenne ont l'obligation, ça c'est le droit de Schengen, quand on a créé l'espace Schengen, et ça fait partie du droit européen, et ce sont des règlements de l'Union européenne, qui disent les États ont l'obligation d'interdire les franchissements illégaux des frontières extérieures. Mais une dernière question, c'est Jordan Bardella avait déjà fait un bon score aux dernières européennes. Évidemment, ça n'a rien changé, puisque vous dites vous-même, l'Europe continue d'aller dans le mauvais sens. Donc si les sondages qui s'annoncent plutôt bons pour votre liste se confirment, ça changera quoi finalement de voter Bardella et d'envoyer des dizaines de députés RN à Strasbourg, puisque au final, ça ne va pas dans le sens que vous voulez? La situation est très différente parce qu'aujourd'hui, il y a aussi dans beaucoup de pays européens des listes, je dirais, amies du Rassemblement national qui sont très hauts dans les intentions de vote. Et puis surtout, ça nous permettra, au moment de la constitution de la Commission européenne à l'automne 2024, de pouvoir peser et selon certaines situations, de pouvoir empêcher de nominations que j'appellerais, que je qualifierais de toxiques, quand on a des commissaires européens qui vous disent le métier des gardes-frontières, c'est de faire rentrer les migrants. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir au Parlement européen peser avec d'autres, je dirais, alliés d'autres pays européens, de pouvoir peser afin qu'on puisse mettre un terme à certaines dérives en matière de politique migratoire, mais il y a aussi d'autres aspects économiques. Le pacte vert totalement punitif, il y a un paquet de 160 réglementations qui ont été mises dans le circuit législatif. Il y en a encore une centaine à discuter au Parlement. Merci d'être venu sur le plateau de BFM Story.